Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Major Prépa. Dans cette vidéo, nous allons tenter de vous révéler comment réussir à bien travailler l'ESH en première et en deuxième année de prépa. Et pour ce faire, aujourd'hui, je me trouve avec Christophe Viscolgliosi. Christophe, bonjour. Bonjour Dimitri. Christophe, vous êtes donc professeur d'ESH du côté d'Olympe de Gouges à Noisy-le-Sec. ESH pour économie, sociologie, histoire, la matière qui nous intéresse aujourd'hui. Et par ailleurs, vous avez co-dirigé récemment un ouvrage Apprendre l'économie, publié aux éditions Duno, avec Nicolas Olivier. Exactement. Alors, première question peut-être, d'abord pour les premières années qui nous regardent et qui viennent du coup d'intégrer la prépa ECG, quels sont les premiers réflexes à adopter pour justement bien appréhender cette matière? Alors, le premier réflexe déjà, c'est de s'équiper avec des ouvrages qui seront utiles tout au long des 2 années de classe préparatoire. Donc, à mon sens, on peut s'équiper de 3 types d'ouvrages. Un dictionnaire d'économie, qui inclut également la sociologie, la plupart du temps. On peut également acquérir un ouvrage en général généraliste d'économie, et puis un manuel également d'ESH. Ça me semble être les 3 ouvrages indispensable tout au long des 2 années de classe préparatoire. L'ouvrage est d'autant plus indispensable lorsqu'on n'a pas fait l'option, l'enseignement de spécialité sciences économiques et sociales au lycée. C'est pas grave de ne pas avoir fait cette option au lycée, puisque en première année de classe préparatoire, on reprend les bases de l'économie, on reprend les bases de la sociologie, et on introduit aussi l'histoire économique. Mais c'est vrai que pour les étudiants qui n'ont pas suivi cet enseignement de spécialité, le dictionnaire notamment peut être un outil très utile pour reprendre les bases. Alors vous venez d'évoquer donc 3 types d'ouvrages, mais concrètement, comment se sert-on au quotidien de ces différents ouvrages? Alors pour ce qui est du dictionnaire, il suffit déjà d'acquérir un dictionnaire même de lycée, de sciences économiques et sociales. On retrouve des définitions extrêmement simples qui ont été vulgarisées, simplifiées par des collègues enseignants. Et donc on peut s'appuyer sur ces définitions comme une première base pour ensuite travailler le cours ou le réviser. Et donc il suffit d'aller en librairie ou sur Internet pour commander un de ces ouvrages. Il en existe de très nombreux et la plupart sont souvent de grande qualité, donc il suffit de trouver un petit peu chaussure à son pied. Ensuite, pour ce qui est du manuel d'économie généraliste, ce que j'aime bien avec les manuels d'économie généraliste, qui ne sont pas des manuels d'ESH en tant que tel, ça j'y reviendrai juste après, c'est qu'ils abordent très souvent des contenus identiques à ce qu'on va trouver en ESH, mais avec un regard assez différent. Donc ils sont très complémentaires au cours de ESH et au manuel de ESH. Par exemple, on va trouver des entrées par objet sur l'État. Or, dans le programme de ESH, on ne va pas aborder l'État en tant que tel, on va l'aborder à travers différentes thématiques, comme les acteurs de l'économie. Donc je trouve que pour un étudiant, ça donne vraiment un regard complémentaire au cours. Enfin, le dernier manuel qui peut être utile pour un préparationnaire, c'est le manuel d'ESH. Donc là, le manuel d'ESH a pour intérêt de respecter scrupuleusement le programme. Donc on va retrouver le programme stricto sensu, il va suivre exactement la même progression que le programme. Les étudiants donc, auront des repères, s'y retrouveront très très facilement. L'intérêt de ces manuels de SH, c'est également d'ajouter une dimension historique qu'on retrouve peut-être un petit peu moins dans les manuels d'économie généraliste. Par contre, les manuels d'économie généraliste intègrent souvent davantage l'actualité que les manuels de SH. Donc encore une fois, je trouve qu'il y a un vrai complément à avoir à la fois un manuel d'économie généraliste et puis un manuel de SH. Et de manière peut-être pratique, j'ajouterais que le manuel de SH, il faut plutôt l'utiliser une fois qu'on a déjà travaillé son cours. Parce que ce sont des manuels quand même très généralistes qui intègrent toutes les dimensions du programme, donc ce sont souvent des manuels assez épais et qui n'ont pas la possibilité de rentrer dans le détail de certaines théories. Donc c'est mieux de les utiliser au moment notamment où on fait sa synthèse du cours, où on fait une fiche de synthèse, où on révise son cours, plutôt que de les utiliser pendant le cours ou en amont du cours. Là, je conseillerais plutôt d'utiliser les manuels d'économie qui rentrent parfois un peu plus dans le détail des théories ou des mécanismes qui sont abordés en cours. L'ESH est aussi une matière très vivante qui évolue bien sûr au gré de l'actualité. Alors faut-il la suivre, cette actualité, et si oui, comment? Alors, bien entendu, il faut la suivre, et il faut la suivre, à mon avis, quotidiennement. Il faut que ce soit une habitude pour chaque préparationnaire. Et donc, pour la suivre quotidiennement, aujourd'hui, vous avez de multiples supports. On peut déjà commencer par, évidemment, la presse écrite, qu'elle soit quotidienne, qu'elle soit hebdomadaire ou mensuelle. Si je prends la presse quotidienne nationale, on va retrouver, par exemple, des titres comme Le Monde, comme Libération, comme Le Figaro. C'est important de consulter régulièrement
les sites ou un petit peu ces quotidiens sous forme papier. On peut également les consulter, bien entendu, sur les applications, que ce soit sur les téléphones portables ou sur les tablettes, ou même aller sur les sites internet. Donc c'est bien vraiment de se confronter à cette presse quotidienne nationale. Mais il y a aussi des magazines un petit peu plus spécialisés. Je pense par exemple à des mensuels en économie comme Alternative économique, ou pour l'Écho, ou alors à des hebdomadaires comme Courrier international. Donc ça peut être une première source extrêmement intéressante. Il y a une seconde source qui est la radio. Et là, on peut soit évidemment écouter la radio quotidiennement, par exemple le matin, au moment où on prend son petit déjeuner, on met un petit coup de France Info et on a les grandes lignes directrices de l'actualité. Mais on peut aussi utiliser des podcasts et se tourner vers des émissions d'économie un peu plus spécialisées. Je pense par exemple à Entendez-vous l'écho, qui est une émission de référence. Sur France Culture, oui. Sur France Culture, exactement. Et puis, pour ce qui est de l'actualité, on peut aussi tout à fait envisager des blogs ou des sites internet. Je pense par exemple au site de l'OFCE, qui est l'Observatoire français de la conjoncture économique qui dépend de Sciences Po, ou le site du CEPI, pour ce qui est de l'économie internationale. On pourra peut-être d'ailleurs mettre les liens dans le petit descriptif de la vidéo. Comme ça, les internautes pourront cliquer dessus très facilement. Et là, on retrouve beaucoup d'informations plus spécialisées, avec des articles assez fouillés. Donc ça peut être aussi une bonne source pour se tenir informé de l'actualité pour les étudiants. Pour revenir à des considérations un peu plus pragmatiques, comment travailler au quotidien la matière et quel volume horaire aussi y consacrer? On sait que le programme, évidemment, les programmes sont très denses dans les différentes matières et donc il est parfois difficile de trouver un équilibre en prépa. Oui, alors déjà, il y a 8 heures effectivement de SH toutes les semaines. Donc en règle générale, les étudiants ont 2 heures par jour, donc 4 jours par semaine, 4 fois de 8. Donc soit on peut travailler effectivement le SH après chaque cours, soit à mon avis au maximum après 2 cours. C'est-à-dire qu'il faut travailler au moins 2 fois par semaine le SH. Il faut bien préciser que le premier travail, évidemment, il se fait en cours. Il faut donc essayer d'être le plus attentif et le plus actif possible en cours, de bien saisir ce que l'enseignant est en train de dire. C'est à ce moment-là déjà qu'on commence à mémoriser au maximum le cours. Ensuite, en termes de volume horaire, il est difficile de répondre, ça dépend vraiment des étudiants, mais à mon sens, il faut y consacrer, à mon avis, au moins 4-5 heures par semaine à l'ESH pour commencer à faire un travail d'apprentissage sérieux et de synthèse du cours. Alors, je serais tenté de dire que, de manière concrète, il y a 2 temps possibles pour travailler le cours de SH, qu'on le travaille tous les soirs ou qu'on le travaille 2 fois par semaine. Le premier temps, c'est un temps où on met en forme sa prise de notes, où on complète sa prise de notes. Il arrive qu'effectivement, lors d'un cours magistral, un étudiant ait raté une information, n'ait pas bien saisi un mécanisme, une théorie. Et donc, au moment où on travaille son cours chez soi, il faut s'assurer que la prise de notes a été complète, et que par ailleurs le cours a été bien compris. Donc ce travail d'assimilation, à mon sens, c'est un premier temps qui est indispensable. Ensuite, il y a un deuxième temps qui est l'apprentissage du cours en tant que tel. Mais il faut d'abord que la prise de notes soit complète. Et ce deuxième temps, il vient un petit peu après, et il consiste évidemment, à cette fois-ci, à apprendre le cours. Donc on l'a compris dans un premier temps, on l'a un peu digéré, et dans un second temps, on va l'apprendre. Alors il y a plein de manières très très différentes d'apprendre son cours. Il y a des étudiants qui réécrivent plusieurs fois le cours, il y en a qui surlignent, il y en a qui font des fiches de synthèse, il y en a qui se le récitent. Quelle que soit la méthode, toutes sont bonnes évidemment, il faut s'assurer d'une chose, c'est que le cours est bien compris. L'apprentissage par cœur, qui est quand même assez typique du collège et un petit peu moins au lycée, mais qui est quand même relativement présente, souvent ne suffit plus. Il faut bien comprendre tous les mécanismes qui sont abordés en cours. Et je précise qu'on abordera justement ces questions de méthodologie dans le travail dans une prochaine vidéo. Dans l'immédiat, ce sera ma dernière question. Si on se projette un petit peu aussi sur la deuxième année, voilà, les chances des concours du coup, de fait apparaissent en deuxième année. Est-ce que cela change la manière dont on doit appréhender et aborder le SH? Oui, alors ça change parce qu'on va davantage cibler les concours et que l'épreuve reine, il n'y en a qu'une seule de toute manière, des concours, c'est la dissertation. Donc il y a 3 dissertations si on présente
toutes les écoles. La première dissertation, c'est celle qui concerne le plus d'écoles, c'est la dissertation de SH qui est établie par l'ESCP et par Schema, qui dure donc 4 heures et qui est sans document. Là, il y a un seul sujet. Ensuite, vous avez comme deuxième épreuve celle du concours Écrit-Com, qui concerne 5 écoles. Et à nouveau, c'est un sujet de dissertation de 4 heures sans document. Mais cette fois-ci, l'intérêt pour les étudiants, c'est qu'il y a la possibilité de choisir entre 2 sujets, souvent qui couvrent des champs différents du programme. Donc ça, c'est très utile pour les étudiants. Et puis, troisième sujet, qui est le sujet ESSEC HEC, qui concerne d'autres écoles, ces écoles-là, puis je crois également les DEC, et peut-être une autre école. Donc on retrouve en tous les cas 3 dissertations, à chaque fois 4 heures, sans document. C'est un sujet sec. Et donc, évidemment, au cours de la deuxième année, il faut orienter ces révisions vers la préparation des concours. Donc ça suppose très concrètement, à mon avis, de faire un maximum de sujets. Il faut vraiment aller puiser dans les annales des sujets et essayer de s'exercer le plus souvent possible. Voilà, prendre un sujet, essayer un petit peu comme en colle de SH, de trouver une problématique et un plan en très peu de temps. Ça, c'est un excellent entraînement. On n'est pas obligé de faire la dissertation dans son intégralité, mais d'avoir au moins très rapidement l'habitude de trouver les 2-3 grandes parties et les quelques sous-parties en un temps limité. Parce que ça oblige l'étudiant à faire des liens entre des notions différentes dans les sujets qui sont posés. Par exemple, si vous avez un sujet sur le commerce international et la croissance économique, il faut faire des liens entre ces concepts qui renvoient au programme de première et de deuxième année. Et ça, c'est extrêmement formateur. On fait beaucoup de liens. Et c'est souvent aussi l'occasion de vérifier si les apprentissages sont suffisants, si on n'est pas en train de sécher sur une théorie, quelque chose qu'on n'aurait pas vu lorsqu'on regarde son plan détaillé et qui est pourtant très très important pour le traitement du sujet. Et puis, ça apprend aussi à aller vite, d'accord ? 4 heures, c'est quand même un temps assez court, ça peut paraître long au départ, mais en fait, quand on veut être sérieux, sortir une dissertation de 7-8 pages, finalement, il faut exploiter chaque minute. Un grand merci à vous, donc Christophe Viscol-Biosy, je rappelle, professeur de SH à Olympe de Gouges et co-directeur avec Nicolas Olivier d'Apprendre l'économie aux éditions Duno. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Major Prépa.